Chapitre 9, les trois lois de Newton. Commençons par la première, ça me paraît logique. Alors, première loi de Newton, principe d'inertie que vous avez vu en première. Nous allons cliquer sur l'animation pour nous remémorer ces bons moments de la première loi de Newton. Bien, dans cette animation mise au point par australo.net, nous allons mettre en mouvement un solide qui va se déplacer sans frottement sur une surface horizontale. La somme des forces extérieures agissant sur lui est égale au vecteur nul, car il est soumis, ce solide, à son poids P et la réaction du plan. La somme de ces vecteurs force étant égale au vecteur nul. Observons le mouvement de ce solide. Eh bien, nous voyons que le centre d'inertie en bleu a un mouvement rectiligne uniforme. Son vecteur vitesse est donc constant. Un seul de ces points à mouvement rectiligne uniforme, c'est le centre d'inertie. Un autre point, ici, un mouvement curviligne quelconque. Première loi de Newton, dans un référentiel galiléen, la Terre étant supposée référentiel galiléen. Le centre d'inertie d'un système matériel isolé, aucune force n'agit sur lui, ou pseudo-isolé, somme vectorielle des forces égale vecteur nul, est soit immobile, soit en mouvement rectiligne uniforme. Son vecteur vitesse de valeur Vg est constant. Donc, si somme des forces extérieures égale vecteur nul, alors le vecteur vitesse Vg est constant. La réciproque est vraie. Définissons maintenant le vecteur accélération du centre d'inertie. Le vecteur accélération instantanée du centre d'inertie d'un solide est égal à la variation du vecteur vitesse instantanée divisé par l'intervalle de temps dt pendant lequel s'effectue cette variation. En d'autres termes, le vecteur accélération est égal à la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Nous nous occuperons uniquement du vecteur accélération du centre d'inertie g. Donc le vecteur accélération du centre d'inertie g du solide est égal à la dérivée du vecteur vitesse Vg par rapport au temps, évidemment à l'instant t. Quelles sont les caractéristiques du vecteur accélération? Le vecteur accélération possède 4 caractéristiques, comme tout vecteur. Une direction, c'est une droite, celle du vecteur variation de vitesse, d de Vg, un sens, celui du vecteur d de Vg, une norme, notée Ag, qui est en mètres secondes moins 2, un point d'application, le point de la trajectoire où se trouve le point G à l'instant t. Donc l'unité d'accélération, on le rappelle, est le mètre seconde moins 2. Nous allons voir comment tracer un vecteur accélération. Cette animation a été réalisée par Madame Tarid et Monsieur Desarnaud d'Aix-en-Provence. Bien, dans un premier temps, on enregistre les positions successives d'un solide à intervalle de temps constant, très petit, appelé tau. Tau, dans ce cas-là, est égal à 40 millisecondes. On veut déterminer l'accélération au point M4, donc vecteur A4. Dans un premier temps, on va tracer le vecteur vitesse V3. On détermine sa norme, qui vaut M2 M4 sur 2 tau. On trace le vecteur vitesse V3 qui est tangent à la trajectoire, à l'aide de l'échelle 5 cm par exemple pour 1 mètre seconde moins 1. On calcule donc la longueur de ce vecteur vitesse et on le trace. On fait de même pour le vecteur vitesse V5. On détermine sa norme, puis on trace le vecteur vitesse V5. Une fois ces deux vecteurs vitesse tracés, on sait que le vecteur accélération est égal à la variation du vecteur vitesse en un intervalle de temps 2 fois tau, 1 fois tau plus 2 fois tau jusqu'à V5, jusqu'au point M5. Le vecteur A4 est égal donc au vecteur variation de vitesse sur 2 tau. Delta V est égal à V5 moins V3. Graphiquement, V5 moins V3 égale delta V. Une fois qu'on a construit le vecteur delta V, on mesure sa longueur et ensuite, on détermine sa norme grâce à l'échelle. Il ne reste plus qu'à calculer la norme du vecteur A4 qui est égale à la norme de delta V sur 2 tau.
On trouve dans ce cas-là 7,3 mètres seconde moins 2. Mètres seconde moins 1 au numérateur, seconde au dénominateur, ça nous donne bien des mètres seconde moins 2, unité légale de l'accélération. Une fois la norme connue, eh bien, on utilise une échelle 1 cm pour 2 mètres seconde moins 2. Donc la longueur du vecteur accélération, collinéaire au vecteur delta V, va être égale à 7,3 divisé par 2 cm. Une fois défini le vecteur accélération, énonçons la seconde loi de Newton. Dans un référentiel galiléen, la somme vectorielle des forces extérieures appliquées à un système matériel est égale au produit de sa masse par le vecteur accélération de son centre d'inertie. Somme des forces extérieures égale m fois vecteur accélération du point G. G, centre d'inertie. Vous pourrez cliquer sur l'exercice vidéo pour voir un exemple d'application de cette seconde loi de Newton. Rôle de la masse. D'après la seconde loi de Newton, on peut affirmer que pour une somme vectorielle de force constante, plus la masse est importante, plus l'accélération est faible. En effet, la norme de cette accélération, d'après la seconde loi de Newton ici, est égale à la norme de la somme des forces extérieures divisée par la masse. Plus m est grand, plus l'accélération sera faible. La masse s'oppose à la variation de vitesse, puisque l'accélération, c'est une variation de vitesse en une variation de temps. Plus la masse d'un corps est importante, plus son inertie est importante. La masse correspond à de l'inertie mécanique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Imaginez que vous exerciez une force de 10 newtons sur un éléphant de masse 4 tonnes, son accélération sera faible. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas faire varier beaucoup sa vitesse. Par contre, si au lieu de pousser un éléphant, vous poussez votre petit frère qui fait 10 kg, évidemment, son accélération va être plus importante. Troisième loi de Newton, principe d'interaction. Lorsqu'un système matériel A exerce une force sur un système matériel B, alors celui-ci exerce sur le système matériel A une force opposée. F de A sur B égale moins F de B sur A. Exemple, force d'interaction gravitationnelle Terre-Lune. La Terre, ici, va exercer une force notée F de Terre sur Lune, que l'on fait démarrer au point C1, centre d'inertie de la Lune. De la même manière, la Lune va exercer sur la Terre une force F de Lune sur Terre, telle que cette force soit opposée à celle-ci. C'est le principe d'interaction gravitationnelle.